Un, deux, test, un, deux, test. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que je vous ai pas fait faire le saut. Il est 9 heures. Si vous êtes capable dans les classes d'avoir une caméra qui est ouverte, moi j'aime bien pouvoir voir un peu quand même les élèves quand je parle. Donc, c'est le moment aussi de tester votre son, tester la vidéo. C'est exactement ce que j'ai écrit au tableau. Bonjour. Allô? Donc, assurez-vous que le son. Bonjour. Allez, Moi, je suis good. on va juste fermer vos micros après qu'on se soit dit bonjour, par exemple, OK? Pour pas qu'il y ait trop d'interférences pendant qu'on jase. Salut! Wow, on a plein de monde. J'espère que le son est bon dans votre classe, là. J'espère que ça sort bien. Moi, j'ai essayé de mettre mes choses pour que ça sonne le mieux possible ici. Fait que, on peut se communiquer par le clavardage, les profs, sans problème. Il est ouvert, donc moi, je le vois dans mon écran. Si jamais vous avez besoin, au besoin, vous pouvez me faire des symboles aussi. On peut se faire des pouces en l'air et des bonjours. Vous avez le droit de danser, les élèves, là, si c'est permis, ça me dérange pas. Mais pas trop. L'idée de tout ça, c'est qu'on puisse s'amuser aussi là, dans cette activité-là. On va se laisser une petite minute encore. Là. Il y a des classes qui sont en train d'essayer de se brancher. Si jamais, je l'ai écrit dans le clavardage, vous l'avez peut-être pas vu, mais si jamais les élèves ont des questions éventuellement pour moi, sur mon travail, sur différents sujets, lié à tout ça, on va pouvoir le faire aussi là, à la fin en période de questions. On pourra même à ce moment-là ouvrir les micros, mais s'il y a des questions déjà d'avance, on peut les noter. Vous pouvez même les écrire dans le clavardage si vous voulez. Puis moi, je vais pouvoir répondre plus tard ou en cours de route là, dans cette rencontre-là. Vous êtes sages, on aime ça. Ah, on a une nouvelle caméra qui s'allume. Excellent. Est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui? On commence? Excellent. Euh, Là, juste vous informer, les profs, que j'enregistre la rencontre. C'est pas pour être diffusé nulle part, c'est pour moi parce que l'idée, c'est que là, je teste un peu quelque chose avec vous. Donc, je veux avoir l'occasion après ça de valider, vérifier, optimiser tout ça. Parce que l'objectif de ces rencontres-là serait éventuellement que je puisse avoir une espèce de présentation où je raconte des légendes comme ce qu'on va faire aujourd'hui au lieu de... Tu sais, il y a plein de façons de le faire. Donc, aujourd'hui, je teste avec vous cette affaire-là. Donc, voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain. Je fais ça dans la vie. J'invente des histoires. C'est ça mon travail. Donc, je trouve des idées, je trouve des personnages, je raconte quelque chose, j'invente une intrigue et j'écris. C'est ça mon travail. Fait que derrière moi, vous le voyez peut-être, là, il y a des livres un peu partout dans ma bibliothèque. Ce sont des livres que j'ai publiés. Euh, J'aime beaucoup faire des histoires de peur, des histoires d'horreur. Il y a peut-être des livres que vous avez en classe, il y a peut-être des livres que vous avez déjà vus aussi. Peut-être même qu'on s'est déjà croisés en rencontre dans votre école, là. Ça se peut, là. Il y a des profs, oui, je sais. Peut-être même des élèves que j'ai vus parce que des fois, je fais plusieurs niveaux dans l'école. Donc, peut-être que vous avez vu ça déjà, là. Ce genre de petite série-là, de romans avec mon petit personnage d'Eliot qui est toujours prisonnier quelque part avec sa famille ou ses amis. Donc, la série des prisonniers, c'est une série de romans qui est très populaire dans ce que j'ai fait. Sinon, juste pour vous montrer un petit peu vite vite, là, j'aime bien faire des histoires de peur, des histoires d'horreur. Par exemple, j'ai des romans dans la collection Frisson. Donc, pour les cinquièmes, sixièmes, là, des histoires de peur avec des personnages qui vivent des choses effrayantes. Des fois, des trucs comme celui-là, Énigme fatale, qui est un roman avec des énigmes à résoudre. Donc, en cinquième, sixième, on pourrait être capable de lire ça. Là, je sais qu'il y a des élèves de troisième, quatrième aussi, là. Les prisonniers, c'est peut-être plus
votre capacité, les frissons, puis tout ça, c'est peut-être un peu trop intense. Puis j'ai même une collection qui s'appelle Chaos, qui sont des romans d'horreur que tu peux lire de deux façons différentes. Fait que moi, j'aime bien travailler sur la peur. OK, c'est ça l'idée, là. J'aime ça quand mes histoires font peur. L'idée, c'est de te créer une petite émotion, peut-être que c'est bizarre, que c'est stressant. Pas juste de la peur, genre tu veux plus dormir, là. Plus de la peur, c'est stressant. Et depuis que je fais ce travail-là, ça fait longtemps, là, que je fais ce travail-là. Depuis quelques années, c'est mon seul travail. J'ai pas d'autre travail que l'écriture et tout ce qui va avec l'écriture, comme rencontrer des élèves pour parler d'écriture ou pour faire écrire des fois aussi. Mais dans tout ça, il est arrivé un moment où j'ai eu envie de raconter des histoires sur le bord du feu de camp, d'inventer des histoires pour faire ça. Des histoires de peur, des histoires inquiétantes, je t'explique d'où ça vient tout ça, puis après ça, je te raconte des trucs, OK? Moi, quand j'étais un enfant, quand j'avais 9 ans, j'étais très peureux. J'étais très timide aussi. Et mes parents, pour m'aider là-dedans, m'avaient inscrit dans les scouts. Je sais pas si vous savez c'est quoi les scouts. Est-ce qu'il y en a parmi vous à main levée qui sont dans les scouts? Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Les scouts, là, c'est de la survie en forêt. C'est ça que tu apprends à faire dans les scouts. Tu apprends à faire de la survie en forêt. Fait que moi, mes parents ils m'avaient inscrit là-dedans, surtout pour que je me fasse des amis, puis que je fasse une activité, puis que je me dégêne, parce que j'étais très, très timide, très peureux. Mes parents m'inscrivent dans les scouts. Le premier soir, j'arrive dans la rencontre, dans le sous-sol de l'église, et je ne connais personne. Aucun garçon qui est là, parce que c'est juste des garçons à ce moment-là qui sont dans les scouts, dans les louveteaux comme ça. Les filles ont leur groupe à elles séparés. Donc là, je connais aucun des enfants qui sont là. Et les deux adultes, je les connais pas non plus. Je connais même pas leur vrai nom, hein. Ils ont des surnoms, les animateurs. Donc, moi, je suis avec Belette bricoleuse et Castor constructeur et j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Ça me stresse beaucoup, mais mes parents m'obligent, donc j'y vais. Et la première rencontre se passe très bien. J'ai beaucoup de plaisir avec les amis qui sont là. Je découvre des activités. OK. Sauf qu'à la fin de la rencontre, on m'annonce que 2 semaines plus tard, on part en camp. On s'en va dormir dans la forêt. Et moi, ça me fait vraiment peur, cette affaire-là. Parce que j'ai jamais fait ça. Ça me stresse beaucoup. Mais bon, je suis un bon garçon. Mes parents veulent que je le fasse, donc je le fais. 2 semaines plus tard, on part en autobus pour rouler pendant 1 heure dans la forêt. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je le sais où on s'en va. On s'en va dans un village où il y a un hôpital abandonné. Et ça me fait vraiment peur. Parce que j'ai peur qu'on ne revienne pas de cet endroit-là. Quand l'autobus se stationne, on est en face de l'hôpital abandonné. Et là, moi, j'étais certain que les animateurs, ils m'amenaient là pour me sacrifier aux esprits de l'hôpital. Mais non, on dort pas dans l'hôpital abandonné, là. On dort dans la maison des infirmières qui est en face. C'est une grande bâtisse, très belle, très propre, où on peut dormir comme ça en groupe. Et moi, j'ai la chance d'avoir une grande, grande chambre au 3e étage, avec une grande, grande fenêtre qui donne sur un hôpital abandonné. C'est ça que je vois, l'hôpital abandonné, puis j'ai vraiment peur. Mais dans la nuit, je finis par m'endormir, là, quand même. Mais dans la nuit, à un moment donné, je me réveille parce que dans le mur extérieur du 3e étage, ça cogne, comme si quelque chose voulait rentrer. Et là, j'ai hurlé ma vie, je te le dis, j'ai paniqué, j'ai eu vraiment peur. Et les animateurs, scouts, nous ont tous réunis, les enfants, parce que j'étais pas tout seul à me réveiller en panique, là. Ils nous ont tous réunis dans une même salle et ils nous ont expliqué quelque chose d'important. Ils nous ont dit, là, les petits cocos, on est dans une vieille, vieille bâtisse. Le chauffage, il est un peu différent de la maison. C'est des tuyaux dans les murs, puis on fait passer de l'eau chaude dans les tuyaux et ça réchauffe la bâtisse. Et quand les tuyaux, l'eau passe dedans, les tuyaux, ils bougent et ça cogne. J'avais eu peur des tuyaux. C'est ça que ça veut dire. J'avais eu peur de tuyaux qui bougent dans un mur. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'avais vraiment eu peur, mais il n'y avait pas de danger. Et j'ai compris que ça pouvait être le fun, la peur. Ça peut être plaisant. On peut avoir du plaisir à avoir peur s'il n'y a pas de danger. C'est ça la petite passe-passe. Fait que là, j'ai compris que la peur, ça pouvait être quelque chose
d'intéressant à vivre si c'était sécuritaire. Le lendemain soir, ils nous ont réunis autour d'un feu de camp et ils nous ont raconté des histoires de peur. Et j'ai eu vraiment peur. Mais il n'y avait pas de danger. Donc j'ai aimé ça, avoir peur comme ça. Il y a quelques années, quand j'étais un écrivain déjà, que j'avais fait plein de romans, que je faisais beaucoup de rencontres avec des élèves dans les écoles, je me suis dit, hey, peut-être que je pourrais faire ça, écrire des histoires de peur à raconter sur le bord du feu de camp. Des histoires, des nouvelles histoires, inspirées de choses que moi je connais, ou peut-être inspirées des peurs des enfants qui me racontent, parce que souvent les enfants me racontent leurs peurs dans mes rencontres dans les écoles, dans mes animations. Donc là, j'ai fait des rencontres avec des jeunes pour enregistrer ce qu'on se racontait sur ce qui leur fait peur et j'ai écrit des légendes. Ça fait 2 livres que je fais avec ça. Il y en a un qui s'appelle Légendes étranges pour une nuit sans lune. Donc, il y a 15 histoires de peur à l'intérieur de celui-là. Et Légendes étranges pour une nuit sanglante, qui fait un petit peu plus peur, là, est un petit peu plus intense. Donc, le premier, celui-là, en troisième, quatrième, en théorie, il est accessible. OK? Euh, Celui-là, plus cinquième, sixième en montant. OK? Donc, et là, j'en ai fait 2. Mais j'avais envie de continuer à écrire des légendes. Puis moi, ce que j'aime quand je fais des légendes, c'est m'inspirer de choses autour de moi, m'inspirer des endroits, m'inspirer. J'aime ça rencontrer des gens qui me racontent des trucs, mais j'aime ça aussi fouiller dans les archives, dans les vieilles affaires, dans les vieux livres, les vieux journaux, qui racontent des choses qui se sont passées il y a longtemps, qui sont un peu bizarres. Puis ça fait, moi c'est avec ça là, que je crée mes légendes. C'est comme ça que j'invente mes légendes. Mais j'aime ça faire cette démarche-là. Donc j'ai décidé cette année de faire un nouveau projet de légende avec la région dans laquelle on habite, parce que toutes les classes qui sont réunies ce matin habitent dans une région qui s'appelle le centre du Québec. Le centre du Québec, c'est sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Euh, donc, où on habite, ça va de Saint-François-du-Lac d'un côté jusqu'à dans le sud, là, au fin fond de Saint-Ferdinand d'Halifax, dans ce bout-là. De l'autre côté, il y a on passe près de Drummondville, puis on continue à descendre vers le sud. Il y a des villages là-bas aussi qui sont dans notre région. Donc, on se promène beaucoup comme ça. OK? Dans la région du centre du Québec, elle est composée de 5 regroupements. Moi, j'habite dans Nicolet-Yamaska. Donc, ça, c'en est une MRC qu'on appelle du centre du Québec. Il y a des gens qui habitent dans la MRC de Bécancour, qui est à côté de Nicolet-Yamaska. Si on descend un peu au sud, d'un côté, il y a la MRC de Drummond, avec Drummondville et les villages autour. À côté de ça, il y a la MRC d'Arthabasca. Ça, c'est Victoriaville et région autour. Et si on descend un petit peu plus vers l'est, au sud-est, il y a la MRC de l'Érable, donc Plessisville et cet endroit-là. C'est juste pour que tu comprennes un petit peu où on se situe là-dedans. Fait que moi, j'ai inventé des nouvelles légendes cette année qui se déroulent dans ces endroits-là. Et ce matin, je te raconte des légendes de ces différentes MRC-là. Fait qu'il y en a peut-être qui sont proches de chez toi, il y en a peut-être qui sont un petit peu plus loin, mais c'est tout dans ta région. Fait que l'idée, c'est ça, c'est que je te raconte certaines légendes dans cette région-là. Est-ce que vous êtes prêts à entendre une première légende? OK. Est-ce que, euh, est-ce que vous êtes courageux, courageuse, là? Parce que ça va peut-être faire peur, là. Ouais, même la classe de troisième, quatrième, vous êtes partant, là? Vous êtes sûr? OK. Parfait. Si jamais, pour vrai, si jamais, là, tu sais, parce que moi, j'essaie de doser l'intensité là-dedans, mais si jamais tu trouves ça trop intense, que ça te fait vraiment peur, au pire, bouge tes oreilles, OK? Si jamais il y a un petit bout qui fait peur, là, ça dépend vraiment des légendes que je te raconte, OK? On commence notre voyage de légende à Victoriaville. Est-ce qu'il y a des élèves de Victo ce matin qui sont branchés? Je pense que non. On va quand même aller les visiter rapidement. Ça se passe à Victoriaville, cette histoire-là, dans une école primaire. Une école primaire où il n'y a pas de local de retrait à une certaine époque. Tu sais, le local, est-ce que vous en avez un local de retrait dans votre école quand les enfants sont tannants, là? Hein? Peut-être parmi vous, il y en a des fois qui ont besoin de se faire sortir de la classe pour aller respirer. On a peut-être un local pour ça. Mais l'école primaire dont je te parle, il n'y avait pas de local de retrait. Il n'y avait jamais eu besoin. Il n'y avait jamais eu d'enfants assez tannants pour qu'on ait besoin d'un local pour envoyer les enfants tannants. Et une année, il y a eu un enfant tannant.
Donc là, tout le monde a essayé d'organiser ça pour avoir un local pour envoyer cet enfant-là quand il est tannant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de local de libre dans l'école. Il n'y a aucun local où on peut envoyer l'enfant. À part peut-être le garde-robe dans le bureau du directeur. Peut-être que là, on peut envoyer l'enfant. Quand il est tannant, sa prof l'envoie au bureau du directeur et le directeur, il y a un garde-robe qu'on vide. On laisse une étagère dans le fond. On a ajouté un pupitre, donc un bureau avec une chaise. Et quand l'enfant est tannant, sa prof l'envoie au bureau du directeur et le directeur l'installe dans le petit garde-robe. C'est sûr que c'est pas idéal, mais c'est ça leur solution. Et quand le directeur est dans son bureau puis que l'enfant est là en punition, ben le directeur peut surveiller l'enfant, fait que ça marche. Sauf que si le directeur a des rencontres téléphoniques ou quelqu'un dans son bureau ou qui doit se promener dans l'école pour aller voir dans les classes, ben il ferme la porte du garde-robe. Et la porte se barre. L'enfant, il peut pas sortir du garde-robe n'importe quand là-dedans, là. Il est pris dans le garde-robe quand le directeur est pas dans son bureau ou qu'il est occupé. OK? Mais évidemment, c'est sécuritaire, là, tout ça, en théorie, là. OK? L'enfant, il a un bureau, il y a une chaise, il peut être assis là, faire ses travaux qu'il a à faire. Puis, tout va bien. Un vendredi après-midi, juste avant la relâche, le directeur est dans son bureau. Quand l'enfant arrive, il a été exclu de sa classe. Donc, le directeur l'installe dans le garde-robe. Sauf que cet après-midi-là, le directeur, il doit rencontrer les différentes classes de l'école. Fait que là, il part se promener. Fait qu'il ferme la porte du garde-robe qui se barre. Et il s'en va se promener dans l'école. Mais l'enfant, il est tannant. Il est vraiment tannant. Est-ce que tu penses qu'il reste assis à son bureau? Non. Il se lève et dans le garde-robe, il se promène. Il n'y a pas grand-chose à visiter, mais tu sais, c'est ça. Il reste pas assis à son pupitre. Et là, il remarque, l'enfant, que si il bouge un peu l'étagère qui est restée dans le fond du garde-robe, il y a une trappe dans le plancher. Et là, il est tannant. Fait qu'est-ce qu'il fait, tu penses? Il ouvre la trappe. Puis il descend dans la trappe. Il y a des barreaux de métal là, dans le mur. Donc, il peut descendre comme une échelle. Et pendant qu'il descend, la porte de la trappe se referme. Et là, il remonte en panique, incapable de pousser pour rouvrir la trappe. Quand le directeur est revenu dans son bureau, il a vu que la porte du garde-robe était encore fermée, évidemment. Il est allé l'ouvrir. Il a vu que l'enfant n'était pas là. Et là, il s'est dit, ah, sa prof est venue le chercher. Donc, il est reparti en classe, comme les autres élèves. Jamais il a entendu l'enfant qui appelait à l'aide. C'était insonorisé cet endroit-là. Donc, les cris de l'enfant, on ne pouvait pas les entendre. Et l'étagère était bougée juste un peu. Donc, le directeur n'a jamais remarqué que l'étagère avait bougé. Donc là, il a fermé ses choses pour partir en vacances pour la semaine de relâche. Il a refermé le garde-robe, fermé son bureau et il est parti. Là, tu pourrais me dire, mais là, l'enfant, on l'a laissé là? Ben, oui. Puis là, peut-être que tu vas dire, ouais, mais il y a des parents, cet enfant-là, ils vont s'inquiéter. Tu as raison. Mais cette journée-là, ses parents, ils venaient le chercher en voiture. Et dans une rue pas loin de l'école, ils ont fait un accident. Et quand ils ont fait l'accident, l'auto a pris en feu. Et il n'y a rien resté ou à peu près. Quand ils ont fouillé dans les débris, ils n'ont jamais retrouvé les corps. Là, les cadavres avaient brûlé malheureusement. Fait que tout le monde s'est dit, ah ben l'enfant, il était dans l'auto avec ses parents. Il a brûlé avec ses parents dans l'auto. Fait que jamais personne ne l'a cherché dans l'école. Cet enfant-là, il a été retrouvé plusieurs années plus tard, quand on a fait des rénovations dans l'école, qu'on a découvert la trappe, qu'on l'a ouvert, on a trouvé l'enfant, puis on a vu qu'il avait survécu quelques jours grâce à des bouteilles d'eau qui traînaient là. Mais ça faisait plusieurs années qu'il était mort dans la trappe du local de retrait. Est-ce que c'est vrai, vous pensez? En levant votre pouce, qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est pas vrai? Vous pensez que c'est pas vrai? Ah, savez-vous que les légendes, c'est toujours au moins un peu vrai? Moi, je peux te le dire, là. Ce que je viens de te raconter là, c'est vrai, au moins à 90%. Est-ce que, est-ce que je vous dis qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans?
Non, jamais. Jamais on va dévoiler ce qui est vrai et ce qui est pas vrai dans une légende. Mais ce que je peux te dire, c'est que toutes ces affaires-là sont déjà arrivées dans la même région, mais est-ce que c'est tout arrivé à la même personne? C'est peut-être ça le mystère. Je veux que tu comprennes qu'une légende, c'est ça. Ça va provoquer un petit oh là là, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est comme ça que moi je les travaille. Fait que la légende du local de retrait, en passant, là, moi, là, c'est des enfants qui vont à cette école-là qui m'ont raconté une partie de cette histoire-là. Puis moi, après ça, j'ai fait des recherches pour pouvoir raconter l'histoire le mieux possible. OK? Donc, c'est une légende qui s'appelle le local de retrait, qui se trouve dans. Celle-là, elle était déjà écrite, là, je l'aime bien, fait que je la raconte. Là. Dans ce livre-là, on retrouve cette légende-là du local de retrait. Voilà. Est-ce qu'on en fait une autre? Ouais? OK. On va changer d'endroit. On va voyager. On va aller dans un endroit qui s'appelle, dans une région, une MRC qui s'appelle la MRC de l'Érable. OK? Donc, la MRC de l'Érable, ça commence à Plessisville, à peu près, là, Princeville, Plessisville, et on descend vers le sud, on va s'en aller vers un endroit qui s'appelle Saint-Ferdinand d'Halifax. Là, peut-être que vous pourrez après ça aller regarder sur une carte du centre du Québec où sont ces différents endroits-là, là, si vous voulez avoir un peu de géographie avec ça. Quand tu passes de Plessisville à la région dans la région des Rames, de Plessisville à Saint-Ferdinand-d'Halifax, tu es sur une route qui longe des montagnes. Saint-Ferdinand-d'Halifax, il y a un grand lac là-bas, le lac William, là, qui est là. Euh, c'est super beau ce coin-là. Mais quand tu te rends sur la route dans les montagnes, ça se peut que tu remarques au sommet des montagnes, il y a des éoliennes. Est-ce que vous savez c'est quoi les éoliennes? C'est les grosses tours là, avec les hélices qui tournent. Là. Peut-être qu'il y en a proche de chez vous. Il y en a un petit peu partout. Il y en a de plus en plus là, hein, qui se répartissent là, maintenant. Ça en a peut-être déjà vu en vrai. C'est immense. Hein, les éoliennes, là, c'est gigantesque. De loin, on n'a pas l'impression que c'est si gros que ça, mais si, c'est quand même très, très gros. Là. Tu sais, t'es tout petit à côté de ça. Puis les éoliennes, ça fait un bruit. Ça fait une espèce de sifflement, un genre de fait qu'il y a des régions où les éoliennes, on n'aime pas ça. On veut pas en avoir parce que ça fait du bruit, ça dérange les animaux, même des fois, ça tue les oiseaux autour des éoliennes parce qu'ils se prennent dans les pales, dans les hélices qui tournent. Fait que quand tu t'en vas dans cette région-là, il y a plein d'affiches sur le bord de la route où c'est écrit arrêtons les éoliennes, non aux éoliennes, les éoliennes, c'est dangereux. Mais il y a aussi des affiches ne débarquez pas, ne pas aller dans la forêt, ne pas explorer ici. Parce que les éoliennes, c'est dangereux. C'est un peu bizarre. Les hélices des éoliennes, ils vont pas jusqu'à terre. Ils peuvent pas t'attraper toi. Ils peuvent pas te frapper un humain. Ça se peut pas. Mais il y a une raison à ça. Les éoliennes, dans cette région-là, les montagnes font partie d'une chaîne de montagnes. Donc, un groupe de montagnes qui s'appelle les Appalaches. Les Appalaches, c'est une chaîne de montagnes qu'on a au Québec, dans le sud, mais qui continue aux États-Unis aussi, entre autres dans un État qu'on appelle le Maine. Dans le Maine, dans les Appalaches, on dit toujours aux gens de ne pas être dehors la nuit. On demande toujours aux gens de barrer leurs portes, de fermer les fenêtres et même de les barrer si c'est possible. De jamais être dehors la nuit tombée. Dans le fond, là, s'il y a des affiches sur le bord de la route, près des éoliennes de la région de l'Érable, c'est pour pas que les gens ils sortent de leur auto puis qu'ils soient dans la montagne quand le soir arrive, quand le soleil se couche. On veut pas qu'il se passe la même chose que dans le Maine. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ces montagnes-là, les Appalaches, il y a des genres de créatures qu'on appelle des changeurs de peau. Les changeurs de peau, c'est des créatures qui sont dures à décrire parce qu'ils peuvent prendre l'apparence de différentes choses. Dans le fond, les changeurs de peau, leur objectif, c'est de se nourrir, tu sais. Puis leur nourriture préférée, c'est nous, les humains. Et leur stratégie d'attaque, c'est de prendre une apparence différente, une apparence qui nous ressemble. Ils peuvent changer de peau. C'est ça, les changeurs de peau. Alors, dans le Maine, souvent, la consigne que les gens reçoivent dans les Appalaches, quand ils habitent là, c'est barrer les portes, barrer les fenêtres. Mais tu sais, un accident, ça arrive, hein? Fait que des fois, tu sais, il y a des gens là-bas qui sont dans leur maison, qui relaxent, c'est le soir, et là, ils entendent
gratter à la porte. Ils entendent peut-être japper aussi. Fait que là, ils se disent, ah, j'ai oublié de rentrer mon chien. Et là, ils s'en vont à leur porte. Puis quand ils regardent par la fenêtre, ils voient leur chien, là. Peut-être qu'ils sont pas attentifs, peut-être qu'ils portent pas attention au fait que leur chien est dans la maison, peut-être qu'il est couché dans son panier, il est peut-être dans sa cage, il est peut-être. Tu sais, le chien, il est rentré. C'est pas le chien qui va entrer, c'est un changeur de peau. Tu sais, ça sera pas exactement. Ils sont pas super bons tout le temps, là. Peut-être que le chien, les oreilles un peu trop longues, un peu trop courtes, peut-être que les yeux sont pas égaux, peut-être qu'il n'y a pas exactement la bonne couleur de pelage. Euh, mais ça, peut-être qu'on le remarque pas parce qu'on est stressé, hein? Parce que là, il faut que je fasse rentrer mon chien avant qu'il se fasse peut-être attaquer. Fait que là, les gens, s'ils sont pas attentifs, ils ouvrent la porte pour faire rentrer leur chien, qui est un changeur de peau. Et le temps qu'ils rebarrent leur porte, qu'ils se retournent vers leur chien, c'est plus un chien. C'est une affaire avec une gueule super grande, puis des petites dents triangles super pointues. Et la dernière affaire que ces gens-là ont fait, c'est d'ouvrir la porte à leur chien, qui n'était pas leur chien. Il y en a même des fois, tu sais, les changeurs de peau sont capables de prendre l'apparence d'un être humain. Fait que là, t'es chez toi, dans ta maison, super relax, et là, ça cogne à la porte en panique. Il y a quelqu'un qui dit au secours, je suis poursuivi. Puis là, tu reconnais la voix. Tu sais, ah, c'est ma tante, ah, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est quelqu'un que tu connais. Et là, tu te dépêches d'aller à la porte. Tu regardes peut-être par la fenêtre et tu reconnais la personne qui est là. Puis tu entends peut-être même une espèce de vroom, vroom, de sifflement étrange. Et là, tu te dis, oh, la personne est en danger, je la laisse rentrer. Évidemment, c'est pas la bonne personne, là. Une fois que la personne est rentrée puis que tu as barré ta porte, quand tu te retournes vers elle, elle se ressemble plus. Elle a surtout une très grande gueule avec des dents triangles. Puis la dernière chose que tu vas avoir fait, c'est d'avoir ouvert la porte à cette affaire-là. Je te raconte tout ça parce que dans la région de l'érable, il y a des éoliennes maintenant qui font un bruit qui ressemble à celui que font les changeurs de peau. Fait que si tu es dans cette région-là, dans la montagne, si tu as débarqué de ton auto, puis que tu te promènes dans la montagne, puis que le soleil commence à se coucher, dépêche-toi de retourner à ta voiture pour être en sécurité. Parce que si, quand le soleil est couché, tu es encore dans la forêt, tu vas remarquer à un moment donné qu'il n'y a plus aucun bruit. Les oiseaux chantent pas, les insectes font zéro bruit, il n'y a pas de vent dans les branches, il n'y a aucun craquement. Comme si toute la nature attendait de voir ce qui allait se passer. Ça veut dire qu'il y a un changeur de peau pas loin. Il te surveille, il s'en vient, il veut t'attaquer, il veut manger. Les changeurs de peau se répartissent comme ça, tranquillement. Ils avancent. Ils sont attirés par le bruit des éoliennes qui font le même bruit qu'eux autres. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que des éoliennes, on en construit de plus en plus un peu partout. Fait qu'il faut faire attention. Les changeurs de peau s'en viennent. Voilà. Ça va? Vous n'avez pas eu trop peur? C'est correct? Ça marche? OK. Mais tu vois, hmm, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans? En tout cas, il y a bien des affaires qui sont vraies, là. Ça sera à toi de déterminer, mais tu vois, moi, c'est un monstre que j'aime beaucoup. En anglais, on les appelle les skinwalkers, là, donc les changeurs de peau en français. Ce sont des créatures, ce sont des monstres que moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai voulu écrire une légende avec ça. Une autre? On continue? Ouais, vous êtes encore capable? OK, let's go! Euh, J'espère que vous aimez ça quand même. Là, moi, j'aime vraiment ça les raconter. Donc, on s'en va à Drummondville. Est-ce qu'on a des élèves de la région de Drummond avec nous? Oh oui, on en a quelques classes, hein? OK. Alors, les gens de la région de Drummond, je vous raconte une histoire. En fait, là, c'est une vieille histoire au départ, là. À Drummondville, il y a un endroit qui s'appelle le musée de la photographie. Au musée de la photographie, il y a plein de vieux appareils photo, il explique comment on fait ça, de la photo. Donc, tu sais, peut-être que vous autres, vous êtes habitués qu'on prend des photos avec nos téléphones ou nos tablettes, mais avant, les gens avaient un appareil photo qui servait juste à ça. Quand on voulait prendre une photo, on prenait une petite bobine, là, qu'on rentrait dans l'appareil, puis là, après ça, quand on cliquait sur le bouton, ben, ça imprimait, si tu veux, une image sur la petite bobine. Puis après ça, il fallait aller dans un centre de photos. Puis eux, ils prenaient cette image-là qui était comme en négatif, c'est-à-dire que les couleurs étaient inversées, puis c'était tout petit. Puis là, avec des produits chimiques, là, ils trempaient les affaires, puis là, ils réussissaient à imprimer la photo dans la grandeur que tu voulais avec les couleurs correctes. Donc, c'était comme ça que ça marchait la photo. Les gens, des fois,
qui aimaient faire de la photo, chez eux, dans leur maison, ils installaient un système comme ça. Donc, ils avaient des bacs de produits chimiques dans une pièce totalement noire, le plus possible, avec juste un petit peu de lumière rouge qui permettait de travailler parce que la petite bobine que tu mettais dans l'appareil photo, s'il y a de la lumière dessus, ça efface les photos, là. Donc, il n'y a plus d'image. Fait que là, les gens, des fois, chez eux, ils avaient le système pour être capables de développer eux-mêmes les photos comme ils voulaient. OK? Fait que ça, c'est la base. Si tu vas au musée de la photo, ils vont t'expliquer tout ça. Mais ils ont un appareil photo très spécial là-bas. Un appareil photo qui est impliqué dans l'histoire que je vais te raconter. Une histoire qui se passe dans les années 1980. Ça fait longtemps, là. Tellement longtemps que moi, j'étais au primaire. OK? Moi, j'étais à l'école primaire à ce moment-là. Je suis très vieux, donc ça fait vraiment longtemps, là. Il y avait, c'est dans le fond, c'est arrivé dans la famille d'une amie de ma mère, OK? Une amie de ma mère qui s'appelait Josiane. Josiane, elle habite à Drummondville à cette époque-là avec ses enfants. Elle est toute seule avec les enfants. Il n'y a pas d'autres parents. Elle s'occupe de ses enfants toute seule. Donc, ils font toujours leur routine là, le matin. Let's go, on déjeune, boîte à lunch. Les enfants s'en vont à l'école. Josiane s'en va travailler. Quand elle revient de l'école, souvent les enfants sont là parce que à cette époque-là, les enfants, il n'y avait pas de service de garde à l'école. Donc, après l'école, ils retournaient à la maison. Donc là, les enfants qui n'étaient pas très, très vieux, là, ils étaient en première année peut-être, là, maternelle première année quand c'est arrivé cette histoire-là. Ben, c'est deux enfants qui ont 1 an de différence, là, un frère et une sœur. Euh, c'est ça. Ils revenaient de l'école avec leur petite clé, débarraient la porte, puis ils s'installaient là en attendant que maman revienne du travail. C'était ça leur routine. Puis le soir, après souper, de voir le son, ben, ils prenaient les bains, se mettaient en pyjama. Puis là, ils dormaient dans la même chambre, ces enfants-là. Il y avait une chambre pour les enfants, il y avait 2 lits, chacun à leur bout de la pièce. Fait que mon ami, l'ami de ma mère, Josiane, elle racontait une histoire aux enfants. Bisous, beau dodo. Puis elle fermait la porte de la chambre, puis les enfants se couchaient, puis s'endormaient. Puis d'habitude, la tradition, c'est que Josiane était fatiguée de sa journée de travail, donc elle relaxait en prenant un bon bain chaud avec beaucoup de mousse, très relax. Un soir, après avoir fait la routine avec les enfants, euh, elle est dans la salle de bain, puis elle entend les enfants. Tu sais, elle n'est pas encore dans le bain, OK? Elle est dans la salle de bain, elle est à la toilette. Ça fait un petit bout, là, tu sais, qu'elle relaxe, là, elle est en train de lire probablement quelque chose comme ça. Je sais pas tous les détails, mais elle entend un enfant crier. Alors, elle se dépêche à sortir de la salle de bain, à aller dans la chambre des enfants. Et là, les enfants, ils sont réveillés dans leur lit. Et la petite fille dit, maman, maman, il y avait un monstre qui s'est caché dans le garde-robe. Fait que là, Josiane est comme, ben non, il n'y a pas de monstre dans les garde-robes, ça se peut pas un monstre dans le garde-robe. Et là, sa petite fille est comme, oui, oui, je te jure, il y avait un monstre. Puis là, le petit garçon, il dit, ben oui, il y avait un monstre. Mais là, je vais juste vous dire un petit truc, là, les parents, là, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait quand nos enfants ils ont peur, là, parce qu'il faut pas laisser croire aux enfants que ça se peut, là. Fait que là, Josiane était comme, si je vérifie dans le garde-robe devant mes enfants, c'est comme si je leur disais que ça se peut qu'il y ait un monstre dans le garde-robe. Puis là, après ça, ils vont peut-être avoir peur encore plus. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les rassure. Tu sais, elle leur fait des câlins, elle leur chante une chanson, elle leur fait, tu sais, les enfants finissent par se rendormir, là, au final. Fait que, situation réglée. Le lendemain, tout va bien, ils font leur routine, l'école, travail, tout ça. Le soir, quand vient le temps de se coucher, avant que les enfants soient dans leur chambre, Josiane fait juste vérifier dans le garde-robe qu'il n'y a rien de spécial. Donc, elle ouvre les portes, elle tasse les vêtements, tasse les boîtes de jouets. Il n'y a vraiment rien là. Les enfants, c'est des enfants, là. Ils ont eu peur de quelque chose, puis ils ont inventé qu'il y avait un monstre dans le garde-robe, puis ça reste comme ça. Ce soir-là, les enfants se couchent, tout va bien. Mais le lendemain matin, ils ont l'air fatigués. Donc, Josiane leur demande, mais vous avez mal dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants répondent, ben, on te l'a dit, il y a un monstre qui se cache dans notre garde-robe. Puis là, Josiane était un peu incertaine de ce qui se passait. Puis là, elle s'est dit, ah, mon garçon est un peu tannant. Peut-être qu'il raconte des histoires à sa sœur pour lui faire peur. C'est peut-être de sa faute à lui. Donc là, sa stratégie, c'est ce soir-là,
au lieu d'aller dans son bain quand les enfants étaient couchés, elle s'est dit, je vais juste rester dans le corridor, puis je vais écouter ce qui se passe. Comme ça, je vais savoir si c'est vraiment mon garçon qui raconte des choses à ma fille. Fait que là, elle les borde, bisous, beau dodo, câlin. Elle sort de la chambre, elle ferme la porte et elle s'installe dans le corridor. Et elle écoute. Et elle entend la porte de sa maison qui s'ouvre. Un genre de... La porte s'ouvre. Là, elle est surprise. Elle est sur ses gardes. Elle se demande ce qui se passe. Mais elle attend un petit peu parce qu'elle entend des pas. Il y a quelqu'un qui est entré dans la maison. Alors là, elle sort du corridor et elle tombe face à face avec un monsieur habillé d'un long manteau avec une grosse barbe et un appareil photo dans son cou. Et lui, il est surpris, il fait le saut, là. OK, il sursaute et il se sauve. Il part en courant, il sort de la maison. Et là, Josiane se met à hurler, bien sûr, parce qu'elle est surprise. Elle attrape un téléphone, elle compose le numéro de téléphone de la police pour dire, il y a un monsieur qui est rentré dans ma maison, il vient de se sauver en courant, j'habite à tel endroit. Et elle s'en va rassurer les enfants qui paniquent eux aussi dans leur chambre, là, tu comprends? Une fois que tout a été calmé, il y a des policiers qui sont venus à la maison, qui ont frappé à la porte. Josiane leur a ouvert et lui ont expliqué qu'ils avaient arrêté le monsieur quelques rues plus loin. Là, c'est un peu étrange ce que je vais te dire là, mais après ça, il y a eu un procès parce que le monsieur était arrêté par la police, puis là, ils sont passés devant le juge. Et quand il y a eu le procès, ils ont montré des choses qui avaient été saisies chez le monsieur. Le monsieur avait jamais touché à un enfant, mais il aimait ça, regarder les enfants dormir. Il était un peu malade dans sa tête, là. Et il avait pris des photos dans plein de maisons de Drummondville d'enfants qui dorment. Fait que souvent, il rentrait dans la chambre quand les enfants dormaient, il prenait une photo, puis il s'en allait. Puis il développait les photos chez lui. Fait que personne n'avait jamais vu ça dans un magasin de photos. Et parmi les photos qui ont été montrées en preuve, il y avait des photos des enfants de Josiane dans leur lit. Mais il y avait aussi des photos des enfants de Josiane prises à travers, tu sais, les portes de garde-robe, que c'est comme des lattes comme ça, là. Il y avait des photos prises à travers les lattes de portes de garde-robe. Puis il y avait même des photos où on voyait Josiane en train de rassurer ses enfants, en train de leur dire qu'il n'y avait pas de monstre dans le garde-robe. Des photos prises à travers les lattes du garde-robe. La morale de cette histoire, quand tu rentres dans ta maison, barre ta porte. Personne ne va pouvoir rentrer pour prendre des photos de toi. Vrai ou pas vrai? Ah, vous êtes pas sûr, hein? Ben, en tout cas, tu iras au musée de la photo, tu le demanderas. Avez-vous l'appareil photo du monsieur qui prenait des photos d'enfants qui dorment? Tu verras ce qu'ils vont te répondre. Moi, je peux juste te dire que c'est ça. Il y a plein de choses là-dedans. Une autre? On continue? Let's go? OK. Euh, on va se déplacer à un endroit qui s'appelle Saint-François-du-Lac, dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Puis là, je sais qu'on a des élèves de Sainte-Perpétue. Est-ce que ça se peut? Donc, Sainte-Perpétue, vous n'êtes pas très loin de là, là. OK? Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, il y a 17 de mémoire, 17 petits endroits, petits villages, souvent, là. La plus grosse ville, c'est Nicolet, qui n'est pas une très grosse ville. Euh, L'histoire que je vais te raconter là, elle commence il y a très, 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 très longtemps. Vraiment longtemps. OK? Le début de l'histoire, c'est en 1680. OK? Personne n'était né là, parmi nous là, à cette époque-là. OK? Ça fait pas très longtemps à cette époque-là que les Français habitent en Amérique, qu'on a créé la Nouvelle-France. OK? Puis à ce moment-là, là, c'est bizarre ce que je vais dire, là, mais à ce moment-là, il y avait les méchants, les criminels, ceux qui faisaient des crimes. On pouvait les mettre en prison. Mais si c'était un crime grave, au lieu de garder les gens en prison très très longtemps, à cette époque-là, il existait la peine de mort. Ça veut dire que si tu faisais un crime grave, on te tuait pour ça. OK? Ça existe encore la peine de mort en passant, là, les enfants, dans pas au Canada,
Il y a des États aux États-Unis, des États américains où il y a ça, là. Pour les crimes graves, il y a encore la peine de mort qui existe. La personne, à ce moment-là, en 1680, la personne qui doit tuer les criminels, on l'appelle un bourreau. C'est un travail. C'est pas un travail super populaire, là. Les gens qui deviennent bourreaux, là, souvent, ils n'ont pas tant le choix parce que le bourreau, il n'habite pas en ville avec les autres. Là, on l'exclut parce que son travail, c'est de tuer des gens, tu sais. Fait que c'est pas un beau travail, là. Fait que là, on est en 1680 et il y a un monsieur qui habite à Saint-François-du-Lac qui s'appelle Jean Ratier. Si vous voulez chercher son vrai nom, là, puis chercher sa biographie, elle existe, là. Tu peux tout lire ce qu'il a fait dans sa vie. Jean Ratier, il est condamné à mort. Et ça veut dire que il va à Québec. Puis c'est là qu'il y a un bourreau qui va exécuter la peine de mort. Sauf qu'ils ont un problème. À ce moment-là, à Québec, le bourreau, donc celui responsable de tuer les criminels, il est mort. Il n'y a personne pour tuer les autres. Donc là, ils ont un problème parce qu'il y en a un criminel, là, un meurtrier même, hein, il a fait un meurtre, là, ce monsieur-là. Fait que c'est sérieux comme crime, là. Donc là, on lui offre un choix. On lui dit, tu as deux options. Option un, on te garde en prison jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui veut le travail de bourreau et cette personne-là va te tuer. Ou, option 2, est-ce que tu veux le travail de bourreau? Est-ce que tu veux devenir la personne qui tue les autres? Les autres, ils disent, ben, c'est un meurtrier. Donc, il sait déjà c'est quoi tuer des gens. Fait que peut-être qu'il va vouloir prendre ce travail-là, puis on n'aura pas à se casser la tête de trouver quelqu'un. On a quelqu'un pour faire ça. Quelqu'un qui a déjà tué quelqu'un. Tu comprends? Fait que le monsieur, il veut pas mourir, là. Fait qu'il accepte le travail. Sauf que ce monsieur-là, c'est pas un meurtrier dans le sens qu'il a tué quelqu'un volontairement. Il était dans une bagarre avec un autre monsieur. Puis pendant la bagarre, lui, il a accroché une fille qui était là sur le bord de la rue puis qui les regardait se battre. Il l'a accrochée. Elle est tombée. Elle s'est cognée la tête par terre et elle est morte. C'est un accident. Il a été condamné à mort pour un accident. Donc, c'est pas vraiment un meurtrier. Tu comprends? C'est pas quelqu'un de méchant qui voulait tuer quelqu'un. C'est arrivé. C'est ça qui se passe. Alors, il accepte le travail, mais ça ne tente pas là, de faire ça. C'est juste pour pas mourir. Tu comprends? Lui, c'est pas quelqu'un qui veut tuer des gens. OK? Fait que, tu sais, il fait le souhait très fort que ça l'empêche pas, ça, d'aller au paradis quand il va être mort. Parce que c'est ça, là. Hein? Lui, il croit beaucoup à cette affaire-là, qu'à sa mort, il va aller au paradis, là. Il veut pas aller en enfer, mais s'il tue des gens, il va aller en enfer. Fait que là, il fait le souhait qu'on lui pardonne ça parce que c'est un travail, puis c'est pour éviter, lui, de vivre la mort tout de suite. Ce monsieur-là, il est un peu chanceux quand même parce qu'il réussit à se faire une amoureuse. Il réussit à se marier, puis à avoir des enfants. Puis ça, là, les bourreaux, là, vu qu'ils étaient à l'écart, ça arrivait jamais. Tout ça, là, tout ce que je te raconte là, c'est pour te dire qu'il a été bourreau pendant plusieurs années. Pendant presque 30 ans, son travail, ça a été de tuer des gens. Mais il y a eu des enfants. Puis un jour, il y a son fils aîné, donc le plus vieux de ses enfants, il a fait un crime grave. Et il a été condamné à mort. Et là, c'est le monsieur qui doit tuer son propre fils. Alors, ce qu'il a choisi de faire, c'est de se sauver. Il est parti. C'était à Québec là, qu'il habitait à ce moment-là. Il est retourné dans la région de Saint-François-du-Lac, se cacher dans la forêt. Il y a beaucoup de boisés dans la région. Là. Il s'est caché dans une forêt. On ne sait pas trop laquelle, près de Saint-François, Saint-Elfège, Pierreville, Baie-du-Fèvre, peut-être même Sainte-Perpétue, Sainte-Monique. Là. Tu sais, il s'est caché dans une forêt là-bas pour éviter d'avoir à tuer son fils. Et son fils s'est fait offrir le travail de bourreau à la place de son père. Et c'était correct. Le problème là-dedans, c'est que ce monsieur-là, quand il est devenu bourreau, à l'âge de 30 ans à peu près, puis qu'il a commencé à tuer des gens, il a remarqué que son amoureuse qui s'était fait, puis ses enfants vieillissaient. Mais lui, il vieillissait pas tant que ça. Ses enfants grandissaient, puis lui,
Il n'y avait pas de cheveux blancs, il n'y avait pas de barbe blanche, il y avait pas mal partout. Il voyait les gens qu'il connaissait vieillir de plus en plus, avoir des douleurs, devenir courbaturés, avoir des problèmes de santé. Puis lui, tout allait bien. Et il a compris qu'il avait tué plein de gens, puis qu'il avait accumulé des vies. Quand il avait été obligé de tuer un gars de 40 ans qui avait été très méchant avec sa femme et ses enfants, puis qui les avait tués, ben, il avait gagné 40 ans de vie. Quand il avait été obligé de tuer deux jumeaux qui n'arrêtaient pas de voler les fermiers dans leur région, il avait été arrêté. Lui, il avait été obligé de les tuer en même temps. Ben, il avait gagné d'un seul coup 60 ans de vie. Il avait volé des vies. Son souhait de ne pas aller en enfer, de pouvoir aller au paradis, s'était transformé en tu mourras pas tout de suite. C'est arrivé il y a longtemps, cette histoire-là. Puis il y a une rumeur qui dit que si tu te promènes dans une forêt, dans le bout de Saint-François, Pierreville, Sainte-Perpétue, Baie-du-Fèvre, ça se peut que tu rencontres un vieux monsieur. Parce que là, il est rendu vieux. Il vieillissait peut-être d'un an à chaque 10 ans. Et là, ça fait comme 300 ans de ça, là. Il commence à être vieux. Il commence à avoir de la difficulté à parler. Il parle tout le temps à voix haute tout seul. Il est un peu bizarre. Il a l'air de vivre dans la rue parce qu'il vit dans la forêt depuis tout ce temps-là, parce qu'il veut pas rencontrer des gens et il veut pas être obligé d'expliquer tout ce qui est arrivé. Fait que si jamais tu croises un vieux monsieur un peu bizarre qui se parle tout seul, c'est peut-être lui. C'est peut-être le voleur de vie qui a juste hâte, enfin, d'avoir épuisé toutes les vies qu'il a volées. Voilà. Tu vois, elle fait peut-être moins peur, celle-là, hein? C'est plus une histoire bizarre. Moi, j'aime bien les histoires bizarres à travers tout ça. Fait que tu vois, on a fait 4 MRC qu'on appelle. Donc, Nicolet Yamaska, Drummond, Arthabasca Victo et l'érable. Il nous en manque une. Il nous manque la MRC de Bécancour. On va aller dans Bécancour. À Bécancour, il y a un... À Bécancour, il y a un village dans la région de Bécancour qui s'appelle Fortierville. Puis à Fortierville est arrivée une histoire très, très triste à une enfant. C'est une petite enfant. Tu as peut-être déjà entendu ce nom-là. Tu as peut-être déjà vu cette histoire-là. Il y a une enfant qui s'appelle Aurore. Aurore l'enfant martyr, qu'on l'a surnommé. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Aurore l'enfant martyr, est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être un petit peu, hein? Ok, parfait. Je te raconte vite, vite, puis je te raconte la légende que j'ai avec ça, là. Euh, Aurore l'enfant martyr, c'est une enfant qui est pas très vieille, là, qui habite avec son père et sa mère, mais sa mère meurt dans des circonstances, tu sais, elle est malade, elle meurt, là. C'est pas, il n'y a rien de mystérieux là-dedans, elle est morte. Et, en tout cas, peut-être que c'est mystérieux un peu, mais bon. Son papa, le papa de Aurore, il se remarie avec une cousine là, de son ancienne femme qui est morte. Donc, Aurore a une belle-mère. Une belle-mère qui est pas super gentille avec les enfants. Aurore, elle se fait maltraiter. Et ça, c'est ce que je te raconte là, c'est vrai, là. Aurore, elle se fait maltraiter. On lui plonge les mains dans l'eau bouillante. Elle a des brûlures sur les mains. On lui, euh, on lui donne un coup de fer à repasser sur la tête. Ça lui arrache des cheveux. On lui colle, on la colle sur un poêle chaud pour la punir. Dans le fond, dès qu'elle faisait quelque chose qui était pas correct, mais pas correct, sa belle-mère était comme un peu exagérée là-dedans, là. Mais dès qu'Aurore était un peu tannante ou qu'elle dérangeait, sa belle-mère lui faisait mal. La punissait comme ça. La frappait, la brûlait. Et le père d'Aurore qui voyait ça, il faisait rien. Puis un jour, Aurore, elle a été tellement maltraitée qu'elle est morte. C'était une enfant encore. Et là, ben, il y a eu un procès, évidemment. La police a arrêté la belle-mère et le père pour qu'ils expliquent ce qui s'était passé. Et ils ont été jugés parce qu'on les accusait d'avoir tué Aurore. Et pendant le procès, la belle-mère a dit que c'était la faute à Aurore, que c'était elle, là, qui provoquait tout ça. Et le père a jamais rien dit, il a jamais contredit. Le père était complice là-dedans. La belle-mère était menteuse. Le père était complice. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il y a une rumeur qui dit que
Si tu te promènes sur les routes dans la région de Bécancour, le matin, en voiture ou en vélo même à la limite, en autobus scolaire peut-être aussi, si tu te promènes dans cette région-là quand le soleil se lève, donc à l'aube, à l'aurore, aurore ça veut dire le lever du jour, ça se peut que tu vois une petite silhouette blanche qui marche sur le bord de la route. Elle n'est pas très très grande, elle a les cheveux foncés, puis elle regarde les voitures en souriant. Elle cherche des menteurs. Fait que si tu racontes des mensonges et que tu croises le regard du fantôme d'Aurore à l'aube sur une route, t'es dans le trouble. T'as des problèmes. Puis tu sais, des mensonges, là, on s'entend, là. Peut-être que ton mensonge, c'est juste de dire ah, c'est pas moi qui ai cassé ça, c'est mon frère. Mensonge. Peut-être que ton mensonge, c'est ah, j'ai pas fait mon devoir, mon chien l'a mangé. Peut-être que ton mensonge, c'est de dire oui, oui, grand-maman, c'est très, très bon ton souper que tu as cuisiné. Si tu fais des mensonges comme ça et que tu croises le regard d'Aurore, ben, ça se peut qu'après ça, tu la revoies. Parce que la nuit, dans tes rêves, elle va venir te visiter. Parce qu'elle aime pas ça, les menteurs. Parce qu'elle veut que les menteurs soient punis. Fait que là, toi, tu vas rêver la nuit, puis Aurore va être là. Et elle va peut-être être belle au début, là. C'est une belle enfant, joyeuse, gentille. Mais elle va être là. Et d'un rêve à l'autre, d'une nuit à l'autre, tu vas voir que, oups, sa peau commence à être un peu brûlée. Oups, il y a des cheveux un peu arrachés. Oh, elle a un bras cassé. Et sa robe va être de moins en moins blanche, de plus en plus brisée, de plus en plus trouée, de plus en plus sale. Et tu vas dormir de moins en moins, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut arrêter de mentir, parce que sinon, Aurore arrêtera jamais de venir te hanter. Fait que moi, mon truc, c'est de ne pas mentir ou de ne pas me promener dans la région de Bécancour quand le soleil vient juste de se lever. Voilà. C'était l'histoire d'Aurore. Ça va? Vous êtes là? Vous êtes encore là? Tout va bien? OK. Euh, Juste pour finir ça en beauté, si vous avez encore du temps, je vous en raconte une petite dernière. Puis après ça, on pourra passer aux questions si vous avez des questions, OK? Celle que je te raconte là, c'est comme un extra. C'est une légende qui se passe pas à une place particulière ou précise, là. Tu pourrais la mettre n'importe où si tu veux. C'est une légende qui s'appelle la légende des poupées de clown, qui est une de mes légendes préférées. Ça m'en vedette une enfant de sixième année qui venait tout juste de faire son cours de gardienne avertie. C'est une fille dans l'histoire habituellement, là. Fait que mais ça pourrait être un garçon, mais moi j'aime mieux quand c'est une fille. Je trouve ça plus je suis plus habitué de la raconter comme ça. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait ça, leur cours de gardien averti pour pouvoir garder des enfants? Ah ah, voilà. Fait que c'est une petite fille de sixième année. Elle a 12 ans. Puis elle garde des enfants pour faire un peu de sous. Et un soir, elle se fait approcher, en fait, elle se fait demander par un couple. Ils ont un tout petit, ils ont un bébé, là. Ça fait pas longtemps qu'ils ont un bébé. Puis ils ont pas fait de sortie en amoureux depuis qu'ils ont un bébé. Fait que là, ils veulent aller souper au restaurant. Fait qu'ils cherchent une gardienne. Fait qu'elle, elle voit ça passer. Fait qu'elle dit, moi, je pourrais garder votre bébé. Puis en plus, c'est même pas compliqué, hein. Le bébé, il dort dans sa chambre, dans son petit berceau. Fait que, tu sais, dans le fond, la fille, elle peut être dans la maison, elle peut lire, elle peut faire du téléphone sur le sofa. Super relax, là. La télé fonctionne parce qu'il y a pour avoir un bruit de fond, là, parce que le bébé s'est endormi avec ce bruit-là de la télé. Fait que tu laisses la télé ouverte, tu t'assois sur le sofa, tu relaxes. Il y a même, tu sais, une armoire à collation. Elle peut prendre des chips, elle peut prendre du jus. Tu sais, c'est une belle soirée, là. Puis ça va être payant en plus, ça va être full bien payé pour faire ça. Fait que, tu sais, elle fait ça chez elle gratuitement, relaxer sur le sofa en lisant un livre ou en faisant du téléphone. Là, elle va être payée pour ça en plus. Fait que c'est super facile. La seule chose, c'est que dans cette maison-là, il y a une collection spéciale. Une collection de poupées de clowns. Des petites poupées, des grosses poupées, en porcelaine, en bois, en tissu. Des clowns souriants, des clowns fâchés, des clowns tristes. Toutes sortes de poupées. Il y en a là, grosses comme ça.
Il y en a grandes comme des enfants. Il y en a qui sont assises sur des meubles. Il y en a qui sont dans des présentoirs. Il y en a partout. Des centaines de poupées de clown. La seule consigne à respecter, c'est quoi? On ne touche pas aux poupées de clown. Parce que ça vaut super cher. Faut pas toucher à ça. OK. C'est pas très, très difficile, là. Fait que là, les parents s'en vont. Et la jeune fille, elle s'assoit sur le sofa. Mais là, il y a plein de poupées qui la regardent. Il y a plein de yeux vitreux de poupées de clown fixés sur elle. Fait que là, elle a un petit malaise. Elle se sent pas bien de ça. Mais bon, elle est courageuse. C'est pas grave, c'est juste des poupées. Elle reste assise sur le sofa. Elle fait ses choses. Elle se fait un petit bol de chips. Tout va bien. Il y a juste, à côté du sofa, une grosse poupée de clown, là. Une poupée de clown grandeur adulte qui est assise à côté du sofa. Puis la fille, elle a vraiment l'impression que cette poupée-là la regarde encore plus que les autres, là. OK? Elle a vraiment un malaise par rapport à ça. Tu sais, elle aurait juste le goût de tout tourner les poupées pour qu'ils regardent ailleurs, là. Mais surtout celle-là. Parce que, tu sais, elle a vraiment un regard comme plus insistant. Puis là, c'est tellement fort, cette émotion-là, qu'elle finit par se dire, je peux pas endurer ça. Faudrait que je la tourne, la poupée. Faudrait qu'elle regarde ailleurs. Fait que là, elle décide de prendre son téléphone et d'appeler la maman. Puis là, elle lui dit, Madame, madame, inquiétez-vous pas, là, tout va bien, le bébé dort encore, là, c'est pas, je vous appelle pas pour ça. J'ai juste une petite question. Est-ce que je peux tourner la poupée de clown qui est à côté du sofa? Et la mère répond, prends le bébé, puis sauve-toi. Au même moment, à la télé, ça dit, bulletin spécial, un meurtrier évadé de prison en cavale dans la région. On n'a jamais retrouvé ni la gardienne, ni le bébé. Voilà. Fait que si jamais tu vas dans une maison, il y a une collection de poupées, sauve-toi. Donc, voilà. C'était ça, les amis, les légendes ce matin. Euh, je ne savais pas trop combien on avait le temps d'en faire. On en a fait 6. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez vécu des émotions là-dedans. Si jamais vous avez des questions, on peut faire ça. Moi, je suis là pour ça aussi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Si les profs, il y a des élèves qui veulent venir poser leurs questions à la caméra, on pourra ouvrir les micros un à la fois. Si vous aimez mieux, si vous voulez quitter aussi, c'est possible évidemment de quitter à ce moment-ci là, la partie vraiment plus légende, elle est terminée. C'est pour vous. Moi, je suis là, je reste là en attendant. Si vous voulez vous débrancher, c'est correct. Si vous voulez poser des questions, approchez-vous, puis on va y aller une classe à la fois. Vous pouvez peut-être lever la main aussi là, virtuellement ou directement, là. Alors, on me demande quelle est ma meilleure histoire. Ah, ça, c'est une bonne question. Tu vois, il y a plein de légendes que je trouve un peu intenses, là, que j'ai pas racontées, parce que là, je savais pas trop comment le doser aujourd'hui. Une de mes préférées, elle s'appelle Poupée molle, poupée folle. C'est une légende qui parle de la poupée de l'asile de Sainte-Clotilde. Je l'aime bien, celle-là. Euh, c'est peut-être la meilleure dans mes légendes que j'ai écrites. On peut aller dans la classe de troisième, quatrième. Je vois des mains levées. Si vous voulez vous approcher puis ouvrir le micro, Madame Claudie, on pourrait aller vous voir. Merci beaucoup, l'École Saint-Charles, de votre beau commentaire. Sinon, est-ce que vous êtes capable d'ouvrir votre micro pour poser les questions? C'est toujours ça le problème, des fois. Ah, ah, j'entends, j'entends. Tu peux y aller, je t'écoute. Tu peux poser ta question, Megan. C'est quoi ma question? Ah, t'es trop gêné finalement? Je peux la poser. Est-ce que je peux dire? Oui, vas-y, mais Amy. Mais
Est-ce que c'est une vraie légende comme la légende de la dernière, là? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Je pense qu'il y a comme les poupées de clown, je pense pas. Non? Je sais pas. Ça Moi, fait je te le vraiment dirai peur. pas Ça, si c'est vrai. j'ai vraiment peur, puis j'aime pas ça, d'avoir peur. T'aimes pas ça avoir peur? Puis là, t'as eu peur? Ouais? Ben, je suis désolé. Oui. Moi, je me demande juste si on va en refaire. Ah, si Ah, tu vas. avoir une autre activité comme ça. T'as aimé ça? Ouais. Là, ce que je peux te dire, c'est que, tu sais, moi, là, des nouvelles légendes, j'en ai écrit 15. Puis là, dans quelques semaines, je vais toutes les enregistrer en vidéo où je vais raconter comme on vient de faire là. Puis elles vont être sur YouTube. Fait que tu vas pouvoir aller les écouter sur YouTube si tu veux. OK. Mais comment? Je Comment? Ben t'explique moi, la procédure. ouais, moi, je vais envoyer à ton prof peut-être là, le lien pour que on puisse vous envoyer ça. La chambre. Est-ce que c'est vrai est-ce que Garçon était déguisé en clown? Je sais pas. Toi, tu penses qu'il y avait quelqu'un de déguisé en clown? Oui. Ah, je sais pas, hein? Je sais pas si ça se peut. Ah, c'est pas le fun, hein? Pas le savoir. C'est ça. Bon, merci pour vos questions. On va changer de classe 2 secondes. Dans la classe de Mme Valérie, il y a une histoire à me raconter, semble-t-il. Voulez-vous ouvrir le micro? Ah, le micro semble ouvert, Mme Valérie. Mais je vous entends pas, par exemple. Ah, j'entends du son. OK. Bonjour. Parfait. Bonjour. Donc, Ali, je vais te laisser raconter. Non, Elia en premier. C'est nous deux. OK, allez-y, les filles. À un moment donné, on était à un Noël des enfants. C'est comme un peu une occasion pour un Noël à une salle en haut de l'école qui est genre c'est organisé pour tous les élèves. Ben, les élèves, tous les enfants de Saint-Félix. Puis, à un moment donné, avec ma soeur et une autre de mes amies, on est allé au dépanneur en bas pour aller chercher une petite collation. Puis, en revenant, on entendait crier un nom ou quelque chose. On entendait crier. Fait que là, on n'était pas sûr. Fait que là, on disait, c'est qui criait? On continuait à marcher. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui criaient mon nom. Mais genre, un peu genre de... Pas un nom genre, Elia! Genre comme si genre c'était un nom sympathique, là, un nom genre à l'aide. Là. Fait que là, on marchait. Puis là, ça continuait. Mais tu sais, on a voulu passer par la cour d'école, mais c'était plus fort vers la cour d'école. C'est de plus en plus fort. Fait qu'on on a fait le détour. Puis arrivé en haut, déjà, parce que on avait comme une vue sur toutes les fenêtres de l'école. En arrivant en haut, il y avait une fenêtre, la seule du 3e étage était allumée. Puis tu sais, c'est toutes des vieilles salles de bain en haut, puis des vieux bains, puis tout. Puis il y a une légende que, genre, une personne qui est décédée ici, mais il y avait une ombre qui passait dans la fenêtre. Fait qu'on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est normal. Puis tu sais, genre, il y avait une autre légende avant que d'autres de mes amis, ils avaient vu une ombre, genre, courir vers eux dans l'école. On sait pas si c'est vrai, mais c'est ça. Oh, quand même. Mais là, vous devriez l'écrire, cette histoire-là. Ouais, vous devriez écrire ça. Ça serait une bonne légende à écrire, pour vrai. Mais moi, je voulais juste dire, l'école est vieille, tu sais. Mon grand-père venait à cette école-là. Puis c'est vraiment vieux, puis ça a été rénové depuis le temps, mais en haut, c'est resté des vieilles toilettes. Il y a une toilette toute Tu sais, il y a même un bain en haut, là. Puis avant, c'était l'étage des religieuses en haut. Et Le ça a 3e l'air étage. que la cour d'école, avant, c'était un C'est- cimetière. Ouais, un cimetière, puis le baptiste, c'était genre un hôpital. Ouais, c'est vrai. Avant, C'est avant. un cimetière avant. Parce que Donc quand là, on fait vous êtes dans un bel endroit pour inventer plein d'histoires. C'est ça que je comprends, là. Ah, c'est très cool. Merci beaucoup de m'avoir raconté ça. Quand les gens ont creusé pour faire justement autre chose ici, ils ont trouvé plein de squelettes dans la terre.
des vieux squelettes avec des os pis tout. Là, est-ce que vous les avez dans l'école, ces squelettes-là? Ou... Non, ces squelettes-là ont été Heureusement. heureusement. Merci, les filles. Hey, merci beaucoup. Merci. On va aller voir l'école Saint-Charles, 2 secondes. On a l'air d'avoir des questions, là. Moi, j'ai une passion quand même un peu bizarre. C'est les voitures abandonnées, les vieux tacos de ferraille, Ouais. les vieux modèles qu'on trouve dans la forêt. Et moi, à un moment Ça, donné, j'aime ça. j'en ai trouvé une au parc régional de la Rivière-Gentille. OK. Mais genre, il n'y a aucune trail. Et au sommet de la montagne, aucune trail. Elle ne peut pas être arrivée là. Ça a l'air de faire vraiment longtemps. Mon parrain, il est déjà allé ici. Puis il a déjà fait cette piste-là, la piste 5, parc régional de la Rivière-Gentille. Il n'a pas vu le char. Mais toi, tu l'as vu. Ouais. Puis ma mère. Ouais, Mais des je- fois, c'est un peu étrange, ça. Ouais, des fois, genre, tu pourrais peut-être te faire une légende là-dessus. Ouais, moi, quand j'étais. Tu vois, ça me fait penser à quand j'avais peut-être 10, 11 ans, mon grand-père, il trappait. Fait que, tu sais, il mettait des pièges pour attraper des lièvres. Puis j'étais allé avec lui récolter les lièvres. Puis on avait trouvé un cimetière de voitures abandonnées, mais il n'y avait aucune route qui se rendait là. Fait que je sais pas C'est encore là. comment ça se fait que les autos étaient arrivées là. Puis c'était dans le bout de Lacroche, là, dans le nord de Latuc, c'est loin, là. Puis, tu sais, j'ai demandé à mon grand-père pourquoi il y avait des autos là abandonnées. Puis mon grand-père m'a dit, ah, ça, c'est genre des criminels qui se débarrassent des preuves, ils viennent cacher les autos ici. Puis j'étais comme, mais les autos, ils arrivent comment? Tu sais, ça se peut comme pas, il n'y a pas de route. Puis plusieurs années plus tard, quand j'étais rendu adulte, j'étais vraiment intrigué par cette affaire-là. Puis je me suis dit, hey, je vais aller, je vais retourner là-bas. J'ai fait le tour là, de tous les terrains que mon grand-père y avait pour faire de la chasse, là. Puis j'ai jamais retrouvé cet endroit-là. Puis j'ai cherché beaucoup sur Internet, puis j'ai trouvé une référence à cette place-là, là. Je suis pas tout seul à l'avoir déjà vu, mais tu sais, c'est super mystérieux. Fait que, effectivement, une histoire de cimetière de voitures abandonnées, ça pourrait être le fun. T'as raison. Ça pourrait être l'ancienne forêt en Belgique qui avait plus de 500 chars abandonnés. C'était des soldats qui avaient laissé ça là. Ouais, c'est ça, des fois. Les histoires se promènent aussi, hein. Ouais. Hey, merci de m'avoir raconté ça. Ben, merci. Est-ce que tu connais le Wendigo? Bien sûr. C'est mon frère. Ben moi, j'ai 2 questions. Vas-y. La première, c'est mais quand la personne, la poupée en clown, si, mettons, elle l'a regardé, moi, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? C'est que c'était qu'elle avait sûrement une histoire. Parce que moi, tu sais, je sais pas si tu as vu le film SOS Fantôme, Ben oui. le nouveau qui est sorti. Ben, il y avait comme il y a des fantômes qui va dans des objets, puis il est comme accroché dedans. Fait que moi, dès que ça m'a fait penser à SOS Fantôme. Fait que moi, j'ai pensé qu'il y avait un fantôme dedans la poupée. C'est peut-être ça la solution, je sais pas. Puis ma deuxième, c'est que nous, il y a des légendes, puis il y a beaucoup de rumeurs parce que nous, on a des salles de bain dans le gymnase. Puis tout le monde dit qu'il y a la dame blanche qui entre les toilettes. Puis est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Ok. Mais par contre, il y a une personne que sa sœur, elle a vu la dame blanche. Ah ouais. Dans la toilette de l'école, dans le gymnase, c'est ça? Ouais. OK. Moi, j'irais plus à cette toilette-là si j'étais toi. Une dernière. Moi, c'est genre, à un moment donné, j'étais comme, chez moi, j'étais comme malade. Fait que là, j'étais dans la chambre, j'étais dans ma chambre. Puis là, j'avais fait comme un mauvais rêve. Puis moi, des fois, je sais pas pourquoi, je me mets des fois, genre, quand j'étais petite, je me mettais à pleurer quand je faisais des mauvais rêves. J'étais comme à moitié endormie. Fait que là, ma mère, elle vient dans ma chambre me voir. Il était très tard. La lumière du passage pour aller dans ma chambre, il était ouvert. Puis là, ma mère, mon lit, il était un petit peu bas, là. Fait que là, ma mère, elle s'était mise à genoux à côté de moi pour venir me réconforter. Puis là, elle part de ma chambre, puis elle ferme la lumière. Mais là, genre, je me lève, je me lève. Je ferme mes yeux pendant 2 secondes, je les rouvre, puis il y avait comme un homme dans la même position que ma mère à côté du